Ça va, vous voyez à peu près? Ouais, c'est bien. Je vais vous parler de deux choses en fait. Je vais vous parler, alors c'est de l'anglais, mais je vais pas parler en rosby, je vais parler en français. Je préfère. Ouais. En fait, je vais vous parler de deux choses. Je vais vous parler de méthodes qui permettent de faire ce qu'on appelle l'analyse diachronique de texte. Okay. Mais en parlant de ces méthodes qui permettent de faire de l'analyse diachronique de texte, je vais vous présenter aussi des méthodes qui permettent de faire de l'extraction de sujets. Et puis, en utilisant les sujets d'une certaine manière, on peut, on va dire, trouver des pistes temporelles dans le texte. Alors, je vais commencer par vous parler, en fait, de l'application de ces méthodes sur des données scientifiques. Et puis, je reviendrai après, donc, sur la manière dont on peut transférer, donc, ces méthodes sur des données technologiques, comme les données de brevet, et les problèmes que ça pose, qui ne sont pas encore aujourd'hui complètement résolus, donc sur lesquels on travaille, et pourquoi ça pose des problèmes. Alors, je vais revenir rapidement sur la notion de détection de changement dans les données textuelles. Donc, je vais vous présenter une approche qu'on a mise en place pour ça, que j'ai appliquée sur les données chinoises, en particulier donc sur les données de la recherche en sciences de la science en Chine durant 40 ans. Donc, j'ai essayé d'analyser les 40 ans de recherche et de voir si on pouvait donc isoler donc des invariants thématiques et comment ces invariants étaient connectés entre eux. Et est-ce qu'on pouvait donc, à partir de cette vision globale, en fait, trouver des pistes, ce qu'on appelle des temporal tracks, des pistes temporelles, en fait, qui permettent de dire la recherche a évolué de tel domaine vers tel autre, donc vers où est-ce qu'on se dirige aujourd'hui. Voilà. Ensuite, je ferai une petite comparaison avec des techniques d'extraction de sujets que tout le monde connaît, comme LDA. Pour vous montrer que LDA est absolument incapable de travailler en fait sur des données complexes. Donc, et après, cette comparaison nous permettra de faire le saut vers on va dire, ce que je voulais dire un petit peu sur les problèmes qui se posent pour l'extraction de sujets sur les données technologiques. On va voir que même si on regarde un peu mieux les résultats qui sont produits par le clustering, puisqu'on va utiliser LDA, on va utiliser le clustering avec des mesures d'extraction de ce qu'on appelle de caractéristiques ou de traits. Mais même là, en fait, si on travaille sur des données techniques, il y a des choses bizarres qui apparaissent. Donc ces choses bizarres, en fait, j'en parlerai un petit peu après. Alors que ces choses bizarres n'apparaissent pas du tout sur des données scientifiques. À partir du moment où on peut accéder au contenu, au plein texte des articles, des publications, en fait, on n'a pas ce problème. Voilà. Donc, quand on cherche à travailler sur des données complexes ou des données multidimensionnelles, en fait, on a des tas de problèmes à résoudre. Il faut trouver les bonnes manières de comparer les données. Quand les données sont multidimensionnelles, ça veut définir dans des espaces complexes, comme ça peut être le cas pour le texte. Le texte, une solution très simple pour traiter du texte, c'est de faire des sacs de mots. Sacs de mots, donc ça définit un espace de description énorme. Et puis, même après, on peut faire de l'embedding pour essayer de résoudre les problèmes. Mais malgré tout, en fait, on se trouve quand même dans des espaces assez fortement multidimensionnels. Et dans ces espaces-là, en fait, les comparaisons sont complexes. Comparer des objets dans un espace à k dimensions, c'est plus difficile que de comparer des objets dans un espace à k millions de dimensions, parce que dans un espace à k dimensions, les objets ont tendance à se ressembler plus, paradoxalement. C'est-à-dire l'espace se contracte. Et puis, comme l'espace se contracte, on n'arrive plus à distinguer en fait, les objets qui sont deux. Voilà. Il y a des problèmes aussi sur lesquels je vais revenir, parce que là, on va le voir. En fait, c'est des problèmes qui sont liés au fait que quand on a même ces données, même si on arrive à analyser ces données, à les regrouper, à faire du clustering ou n'importe quoi, en fait, les clusters qu'on voit restent quand même des objets complexes, puisqu'ils sont toujours définis dans l'espace original des données. Donc comment est-ce qu'on fait pour isoler en fait, l'information centrale de ces clusters qui nous permettent de dire ça permet de discriminer en fait, le contenu de cet objet qu'on appelle un cluster ici,
suffisamment bien. Hein, c'est-à-dire, pour interpréter un cluster, si vous restez en fait dans l'espace, le cluster est défini dans l'espace de description de données, c'est un grand vecteur, par exemple, avec plein de composantes. Qu'est-ce que vous en faites? C'est pas aussi simple. On peut faire du Ki2, dire, tiens, le Ki2 c'est bien, parce que le Ki2 va nous permettre de dire, il y a des propriétés qui sont, on va dire, discriminantes dans ce cluster par rapport à celles qu'on peut trouver ailleurs, donc ce que fait Ramtech ou autre. Mais le Ki2 n'est pas suffisant, malheureusement. En machine learning, le Ki2 n'est pas suffisant parce que le Ki2 est une mesure de discrimination, mais pas une mesure de généralisation. Ça, c'est embêtant. Voilà. Et la généralisation, l'apprentissage, est aussi importante que la discrimination. Si vous passez la généralisation, vous ne pouvez pas travailler. Voilà. Voilà, donc en gros, on va pas rentrer dans les détails là-dessus. Dans les méthodes d'extraction de sujets, justement, donc, si on a un corpus, on va extraire des sujets, on peut se dire, tiens, on va faire un truc marrant, on va dire que un document, c'est une mixture de sujets, et ces sujets donc, sont de distribution multinomiale, quelque chose d'équivalent. Et puis on va essayer de mesurer la quantité de sujets qu'on trouve dans un document, et puis les proportions, en quelque sorte, de sujets qu'on trouve dans un document. Et puis, de même manière, on va essayer de trouver, si on a un corpus, les proportions de sujets qu'on trouve dans le corpus lui-même, donc sur des variables de distribution. Alors, on peut faire des hypothèses en disant, un document, donc c'est une, comment dire, c'est une composition de sujets, les sujets sont plus ou moins indépendants les uns des autres, et puis on va essayer de mesurer dans quelle proportion ils existent dans chaque document. Bon, ça c'est un peu pieux, parce que, en fait, en vérité, on est obligé de faire des hypothèses assez dures sur les distributions. Par exemple, les hypothèses qui sont faites par LDA, c'est de dire, finalement, on va générer des distributions multinomiales, en fait, et puis, donc à partir de ce qu'on appelle, en fait, méthode de type Dirichlet. Mais ces distributions, donc, elles doivent obéir, en fait, à un certain degré de ce qu'on appelle la sparsité. D'accord, mais la sparsité, en fait, on ne peut pas l'établir à l'avance, donc il faut la paramétrer, en fait, par ce qu'on appelle les hyperparamètres. Donc, en fait, en fonction de ce qu'on va utiliser comme critère de sparsité, en fait, on va obtenir des résultats différents. Et c'est pas facile du tout de maîtriser, en fait, ces hyperparamètres, en fait, dans le modèle. La sparsité, c'est l'éparpillement, quelque chose. Voilà, ouais. Est-ce que les sujets sont complètement disjoints? Voilà, hein. Voilà. On ne peut pas avoir, donc c'est le degré de séparation. C'est ça, voilà. Alors, ces problèmes, en fait, vous allez voir, donc, ça pose beaucoup de soucis à LDA, surtout quand on commence à... Et alors, deuxième problème qui pose un souci à LDA, c'est de considérer qu'on a, en fait, des sujets qui sont indépendants les uns des autres, en fait, ils interagissent malheureusement. Et quand ils interagissent, donc, ça change complètement, en fait, la donne. Alors, vous allez voir un exemple de sujets qui interagissent, surtout sur des données brevets. Si on analyse des données brevets avec LDA, par exemple, c'est la catastrophe. Parce que les données sont extrêmement ambiguës, donc elles ne sont pas contextualisées correctement à cause de la manière dont c'est verbalisé, etc. Donc c'est horrible. Le brevet parle de lui-même, en fait. Oui, oui. Il appelle d'autres sujets pour se positionner par rapport. Oui. Et donc on est d'une logique différente. Voilà. Donc en gros, c'est ce que je voulais dire sur ça. Donc on fera la comparaison plus tard. Alors, après, bon, il y a plein de méthodes de représentation, donc des proportions de sujets dans les données. Donc on peut utiliser des primaires pour petit ce qu'on veut. Donc. Et il y a également pas mal de méthodes de représentation, donc des nuages de mots, enfin voilà. Des arbres, ce que je vais présenter après ici. Mais si on veut maintenant, on s'intéresse. En plus, alors, si on fait de l'extraction de sujets, on peut dire quelle est la proportion de sujets donc, qui est vraie à un temps T par rapport à celle qui est vraie plus tard. Quoi. Donc on peut mesurer le déplacement thématique aussi avec une méthode d'extraction de sujets. Après, il faut savoir visualiser les changements. Alors on peut utiliser par exemple des méthodes qui permettent de faire le matching entre des périodes de temps. Donc on a des sujets, des classes et des clusters ici à un temps T. On va dire ce qui se passe au temps T ici reproduit au temps T plus 1 parce qu'il existe une connexion entre les noyaux thématiques qui sont présents au temps T et ceux qui sont présents au temps T plus 1. Ouais. La notion de temps, c'est
début du document et la fin du document. Période de temps. Donc, par exemple, date de publication ou date de sortie du document. Hein. Ah, on est réellement sur l'entité temps Oui, qui c'est ça. existe dans le document. Ouais. Donc, voilà. Ça peut être ça ici, ça peut être, par exemple, ce genre de choses. Ça peut être des flux. Hein. Ben, si un flux se continue, en fait, d'une période à l'autre, ben, on va trouver ça. Et alors, comme je vais le montrer après, ça peut être aussi simplement, en fait, des degrés d'activité des sujets, en fait. Est-ce que les sujets sont plus actifs à une période donnée, en fait, quelle est leur période en fait, de dominance ou pas. Et avec ça, et avec une représentation un peu différente qu'on va appeler ici, qu'on a mis au point avec Pascal, qu'on appelle les graphes de contraste, eh ben, on peut aussi en fait, essayer de trouver quels sont les sujets initiateurs et quelles sont leurs périodes d'activité en fait, voilà, au cours du temps. Alors pour ça, donc, je vais vous présenter deux choses. Je vais vous présenter donc, la méthode de la mesure de maximisation des traits, en fait, qui permet de faire le travail central en fait, dans ces approches. Et puis, ben, je vous présenterai son application de différentes manières ici. Voilà. Alors plutôt que... alors, on va essayer avec cette mesure de faire de l'extraction de sujet. Alors, ben, pour faire de l'extraction de sujet, au lieu d'utiliser en fait, une méthode avec des hypothèses prédéfinies, comme LDA ici, de composition, on va utiliser une méthode en fait, qui ne fait pas ces hypothèses. On va utiliser du clustering. D'accord? Mais pour le clustering, si on utilise le clustering, ça ne va pas suffire. Donc on va utiliser la combinaison de clustering avec des méthodes d'extraction en fait, de caractéristiques saillantes des clusters, de manière à trouver où sont les sujets, en fait, dans les clusters. Et puis après, ben, il y a plein de solutions pour essayer de mettre les clusters en correspondance s'ils appartiennent à des périodes de temps différentes. Donc on peut faire du raisonnement bayésien. On peut faire du placement dans un graphe, comme on a fait avec Pascal ici. Donc, et puis de la détection d'activité en fait, temporelle dans les clusters, en fait, ou l'activité dominante d'un cluster, en fonction des documents qui sont associés au cluster ici, par exemple. Voilà. Alors, si on travaille sur des périodes, il y a aussi des choses qui rentrent en compte. En fait, comment est-ce qu'on définit les périodes? Est-ce qu'une période, en fait, on la définit à l'avance, ou est-ce qu'on essaie de la trouver, en fait, par des méthodes d'apprentissage aussi automatique? C'est une question ouverte, hein, donc je vais vous retrouver, en fait, je crois qu'on a commencé à faire aussi avec Pascal là-dessus. Donc, le mieux étant de dire, on ne connaît pas les périodes à l'avance, on essaie de les trouver. Hein. Bon. Bien. Alors, la F-mesure de trait, c'est un truc un peu particulier. Donc, on peut imaginer que ça fonctionne comme ça, en gros. Ben, vous avez la référence, c'est les données, hein, c'est pas du tout les catégories ou les clusters, c'est les données. Donc, on va regarder où se promènent les données, en fait, dans le modèle. Dans quelle boîte elles vont atterrir, en quelque sorte. La boîte, ça peut être une classe, une catégorie, mais ça peut être aussi un cluster. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un processus enfin, le clustering ou la catégorisation, c'est un processus de rangement, finalement, où on va lancer, en fait, des boules dans des boîtes, et puis on va regarder la couleur des boules, si les boules se ressemblent, en fait, si elles ont toutes la même couleur, ou à peu près, donc, ben, ça veut dire que ben, la boîte est bien construite, sinon, ben, elle est construite de travers. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on mesure ça? En fait, on mesure ça avec deux choses, avec ce qu'on appelle le feature recall, qui ressemble, en fait, au Ki2, dans ce cas-là, ici. On va mesurer donc à quel point les propriétés ou les traits en fait, des données qui sont présentes dans une boîte en fait, sont propres à cette boîte. Est-ce que ces traits ou ces propriétés n'existent que dans la boîte B, ici, ou est-ce qu'elles sont réparties sur toutes les boîtes, c'est-à-dire sur tout le modèle? Okay. Alors, on peut utiliser des poids pour ça, hein, puisque les propriétés ou les traits dans une donnée, ici un document par exemple, ben, elles peuvent être pondérées par, je sais pas, des mesures d'importance, TF, IDF, tout ce que vous voulez, fréquence, j'en sais rien. Bon, en tout cas, c'est le rapport entre le poids d'influence, en fait, d'un trait ici dans un groupe ou dans une boîte par rapport à son poids d'influence sur l'ensemble du modèle.
D'accord? Et si le trait n'est présent que dans la boîte, en fait, ben, il sera que là. Okay, c'est clair. Maintenant, en fait, il y a une deuxième mesure qui est intéressante, c'est ce qu'on appelle la dominante. Dans quelle mesure une propriété qui est dans une boîte, ici, elle est capable à elle seule, en fait, de décrire les données de la boîte. Donc, le quotient, cette fois, est basé sur la même mesure ici, c'est-à-dire la mesure de l'influence de la propriété dans la boîte, mais cette fois rapportée à la mesure de l'ensemble de l'influence de l'ensemble des propriétés dans la boîte elle-même. Okay, bon. Alors, on va dire maintenant, si on prend une mesure ou l'autre, ben, ça ne suffit pas. Donc, il y en a une qui mesure la discrimination, l'autre qui mesure la généralisation. Donc, l'idée, c'est de trouver un compromis, en fait, qu'on appelle la F-mesure ici, qui permet de composer, en fait, les influences de ces deux mesures. Ici, on appelle ça la F-mesure, ici, de trait. Alors, je vais prendre un exemple que je prends tout le temps, mais bon, parce qu'il est parlant. Ça, c'est un problème de classification. Vous avez deux classes, les mecs et les gonzesses. OK. Et puis, ben, vous avez trois attributs, on va dire. Pour être vulgaire, donc la taille des chaussures, la longueur des cheveux, etc. Voilà. Okay, alors, on va chercher à savoir si ces propriétés sont intéressantes. Alors ici, on a, peu importe la métrique qu'on utilise, ici, bon, c'est pas important, ici, c'est on pourrait dire qu'à un moment donné, on va avoir besoin de faire de la régularisation ou la standardisation, ça c'est vrai, hein, mais pas systématiquement. Par exemple, si on prend une seule colonne, ici, en fait, on n'a pas besoin de régulariser, puisque c'est une seule mesure qui est prise en compte. Mais bon, alors, le calcul qui se fait sur une colonne ici, c'est le calcul, en fait, du rappel, d'accord, non régularisé ou pas, peu importe. Donc c'est le rapport entre ces deux. Alors ici, ben, on a la mesure de rappel. Et ici, on a la mesure, cette fois, de dominance, en fait, ou de prédominance, qui fait ce ratio dans ce sens-là. Hein, puisque ici, on compare une propriété à toutes les autres, ou un trait à tous les autres. D'accord? Et puis, ben, la F-mesure, c'est la moyenne harmonique entre les deux, c'est-à-dire la moyenne biaisée vers le bas, en fait, entre ces deux valeurs. Okay, voilà. Donc à partir de là, en fait, on peut faire des choses assez intéressantes. On peut donc... alors effectivement, donc, il y en a une qui est dépendante de l'échelle et pas l'autre. Donc si on utilise pas des valeurs qui sont normalisées ou standardisées, par exemple des valeurs de fréquence, ben, on est obligé de faire une standardisation. Mais enfin, ça n'a pas beaucoup d'influence sur le résultat de toute façon, mais bon, c'est important de le savoir. Ici, maintenant, ce qu'on peut trouver, c'est ce qu'on appelle les marginales. Donc, la marginale ici, c'est la moyenne en fait des valeurs pour toutes les catégories. Hein. La moyenne des valeurs de F-mesure pour la longueur des cheveux, en fait, entre les hommes et les femmes, c'est cette valeur de F-mesure ici. Vous avez la marginale pour la taille des chaussures, etc. Maintenant, vous pouvez calculer en fait ce qu'on appelle une moyenne latente pour l'ensemble du modèle. On va obtenir ça. Okay, vous prenez toutes les F-mesures en fait, de votre tableau, puis vous calculez ça. Alors, il y a un truc intéressant qu'on constate ici, c'est que dans certains cas, les traits ont des valeurs de F-mesure qui sont toujours en dessous de la moyenne latente. Qu'est-ce qu'on en fait? Ils ne sont pas discriminants, il ne permet pas de catégoriser en fait, un objet ou l'autre, donc on les fout à la poubelle. Donc on fait de la sélection de variables. Nettoyage. Voilà. Alors ça, c'est un processus important déjà, parce que si vous avez un espace fortement multidimensionnel, en fait, vous avez en fait forcément des traits qui sont boîtés, donc ils ne sont pas intéressants, ils ne vont servir à rien, ni en classification, ni rien, sinon à introduire des problèmes. Okay, c'est comme des mots vides. Oui, c'est ça. Donc on les fout à la poubelle. Donc la taille du nez est mise à la poubelle, sauf pour Pinocchio, mais enfin, bon, il n'est pas dans le corpus. Voilà. Donc ici, on va conserver les autres. Et on va regarder en fait ce qui se passe. Donc, par exemple, la F-mesure de la taille des cheveux est supérieure à la marginale pour les femmes. Donc on va dire que cette variable est active, ou ce trait est actif en fait, dans la classe F.
Et la F mesure ici est supérieure donc, à la marginale pour le shoe size pour les hommes. Okay, on va dire que cette valeur. C'est un exemple, mais ça marche aussi sur des vraies données. Hein, c'est juste... Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ensuite? Alors, on peut faire un truc amusant. On peut calculer le rapport entre la valeur dans une case et la marginale. Donc ce rapport se comporte un petit peu comme le gain d'information, par exemple. Alors, si le gain d'information est positif ici, ça veut dire que la variable est active. D'accord? Donc on voit bien qu'on constate la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que dans la classe des femmes, ici, la taille des cheveux a un contraste ici supérieur à 1, et la taille des chaussures a un contraste supérieur à 1 chez les hommes, et inversement. Alors, avec cette matrice ici, on peut faire des tas de choses. On peut donc opérer une transformation non linéaire sur les données. D'accord? Alors quel est l'intérêt en fait d'opérer une transformation non linéaire sur les données? C'est ce que font en fait toutes les méthodes de kernalisation en fait en apprentissage par machine. Sauf que la kernalisation en fait c'est pas un processus, c'est une black box, c'est une boîte noire, et vous ne savez pas ce qui se passe. Donc on travaille sur le produit scalaire ou des choses comme ça, mais on ne sait pas. On est dans un espace en fait sparse aussi, donc mais pour essayer d'avoir une meilleure séparabilité des données, mais on n'a pas d'explication. Ici, on a le même processus, sauf que on sait ce qui se passe, puisqu'on a la matrice de contraste sous les yeux. En plus, on a fait de la sélection de variables, donc on a nettoyé en fait l'espace en conservant uniquement ce qui était intéressant. Voilà. Donc, on pourrait voir cette fonction ici comme une fonction qui permet d'augmenter, si on voulait rendre les hommes plus typiques de leur catégorie, en fait, on pourrait donc augmenter donc, la taille des cheveux les hommes plus typiques de leur catégorie, s'ils ont des chaussures. On peut augmenter artificiellement la taille de leurs chaussures en disant si on veut leur faire ressembler plus à leur catégorie, en fait, il suffit d'appliquer en fait, le contraste de la classe homme sur les hommes qui vont entrer dans le modèle ici, et puis on va les rendre plus proches en fait, de leur catégorie. Ça peut servir. Hein. Donc, si vous avez par exemple un homme avec des cheveux trop longs, en fait, c'est considéré qu'il ressemblerait à une femme. Donc, mais par contre, si on applique le contraste sur sa description, ça va aller mieux. Et là, en réalité, c'est ce qui se passe. Alors, en classification, le contraste ne peut pas être utilisé directement. Parce qu'on est dans un espace qui n'est pas l'espace originel de description des données. Donc, on est obligé de passer par ce qu'on appelle du méta-apprentissage. Donc, je ne vais pas le décrire ici, parce que c'est un peu long, en fait. Mais qui permet, donc si on veut comparer, si on a une donnée en fait externe qui arrive dans le modèle, si on va la comparer, donc savoir à quelle catégorie elle appartient, si elle n'a pas été utilisée pour l'apprentissage, ben, on est obligé en fait de faire un processus qu'on appelle le méta-apprentissage, c'est-à-dire de faire apprendre, de perturber le modèle avec la donnée, en fait, pour toutes les classes, et de voir quelle est la perturbation qui est la plus efficace, ou la plus significative. Voilà. Alors, en supposant qu'on puisse le faire, ici, donc j'ai pris un exemple qui n'applique pas cette stratégie, mais qui prend toutes les données en fait, du modèle. En fait, on peut obtenir deux choses intéressantes. On peut obtenir une amélioration des performances en classification, parce qu'on a réduit l'espace déjà. En fait, ici, sur ce problème, on avait un espace à 50 000 dimensions, ici. C'est le fameux challenge pour séparer donc, les phrases de Chirac de celles de Mitterrand. Okay. Et la F-mesure permet, avec sélection de variables, permet de réduire l'espace de 90% de sa taille. Okay, on ne conserve que 5000 dimensions, mais avec les 5000 dimensions, en fait, on continue, on améliore la classification, les performances en classification, et surtout aussi, on obtient des profils de catégorie. On sait ce que représente Chirac et ce que représente Mitterrand. En fait. On voit que Chirac est un pragmatique, et que Mitterrand est un philosophe, par exemple. Qui croit à l'Europe, 12 c'est le signe de l'Europe, qui utilise le doute, c'est-à-dire les mots vides ici sont pris en compte et non pas supprimés, ce qui est intéressant parce qu'on a toujours tendance à les foutre à la poubelle. Ouais. Mais non, il ne faut pas le faire avec Mitterrand parce que Mitterrand utilise le doute dans son discours. Donc le doute fait partie de son profil. Donc les mots du doute qui sont des mots vides habituellement, en fait, doivent être retenus puisqu'ils sont très importants ici, comme vous le voyez. Conditionnel et peut-être. Oui, voilà, bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est, donc on a fait des expériences avec Pascal aussi là-dessus,
c'est qu'on se passe complètement de traitements linguistiques complexes. En fait, on peut faire de l'extraction de mots quasiment, ne pas supprimer de mots, même pas faire de lématisation, on s'en fiche un peu, et ça marche quand même. Si fait hurler les linguistes, quelque chose. Enfin, si vous hurlez pour ça, vous devez aussi hurler pour le deep learning, parce que le deep learning, c'est un peu la même chose, quoi. Les gars, qu'est-ce qui se passe, quoi? On n'est plus là, quoi. Hein, bon. Enfin, c'est pas la question. Donc, l'utilisation de connaissances derrière ces méthodes peut être intéressante, comme je vais montrer tout à l'heure. Donc, c'est pas parce que, on va dire, sur certains cas, on a des performances qui sont bonnes, qu'on n'a pas besoin de connaissances, notamment les linguistes pour être tranchés. Voilà, donc ici, c'est intéressant. Et donc, les suites de termes, gens assez capables de penser. Donc, Mitterrand est un philanthrope, c'est ça, hein, on pourrait dire ça comme ça. Hein, et pourtant, les mots sont pas... ils sont rassemblés, en fait, avec le même contraste dans un bloc, mais ils ne sont pas traités. Voilà. Et Chirac est un adorateur de l'Asie, c'est connu. Le modèle asiatique pour Chirac, c'est quelque chose, c'est la référence, donc la Chine en particulier. Enfin, maintenant, je ne sais plus s'il est très capable de distinguer entre la Chine et le Kazakhstan. Et ça, c'est un autre exemple ici, rapidement. C'est l'exemple de la fameuse polémique entre Dickens et Collins en littérature. Comment discriminer un texte de Dickens d'un texte de Collins, qui étaient deux contemporains, en fait. Il suffit de regarder le profil ici de Dickens et celui de Collins, on s'aperçoit que ça n'a rien à voir. En fait. Dickens, c'est un écrivain de la première éthique de l'errance, etc. Donc, et Collins, c'est un écrivain plutôt descripteur de la vie bourgeoise en fait, de son époque. On voit bien. Et ça apparaît tout de suite ici, et c'est des choses qui sont aussi trouvées par les analystes de littérature de l'époque. On est sûr de pouvoir séparer les auteurs ici, vous faire de l'analyse de plagiat ou ce que vous voulez, enfin, peu importe. Voilà. Bon, comme on n'a pas beaucoup de temps, je ne vais pas parler. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en variant ici, on va dire, le type de pondération, on peut aller chercher des informations cachées. Ici, j'ai utilisé une pondération IDF et retenu que les termes en fait, qui étaient classés correctement au niveau de l'IDF. Je m'aperçois on s'aperçoit, en fait, il semblerait que les termes qui sont là sont plus liés à l'enfance, en fait, des personnes concernées. Et ça, c'est plus lié, en fait, on va dire, à la vie d'adulte, et à son style littéraire, en fait, une fois mûri, plutôt. Là aussi, on trouve la même chose. Bon, enfin, on n'a pas été plus loin dans ce type d'analyse, mais on pourrait dire que la méthode permet aussi de faire sortir des informations qui dépendent de la pondération qu'on utilise ici, on va dire, sur les termes. Les gens qui font ça utilisent l'analyse par composante indépendante, souvent pour faire la même chose. Mais le problème, c'est qu'il y a plein de processus de transformation qui doivent être utilisés pour ramener en fait, ces pondérations. Ici, on les a directement. Donc ça, c'est beaucoup plus intéressant, à mon sens, puisqu'elles viennent directement du modèle. Bon. Alors, si on applique ça sur le clustering, ben, ça marche aussi. Puisque c'est une boîte avec des données, un cluster. Une catégorie, c'est une boîte avec des données. Ben, il suffit d'appliquer ça une fois que le clustering a été effectué. Et puis, on récupère ici, dans les clusters, on va dire les traits qui sont saillants, qui permettent d'expliquer le contenu du cluster. Ici, ce sont des catégories verbales, avec des patterns. Et ça, c'est un patron. C'est un patron, donc c'est ce qu'on appelle un trait sémantique. On a fait cette expérience aussi donc, avec une étudiante en thèse. On a comparé ces méthodes avec FCA ou avec d'autres types de... Ici, on applique aussi, en fait, en plus, une méthode de clustering qui est basée sur ce même principe, c'est-à-dire on n'utilise plus de distance euclidienne dans le clustering lui-même, mais on utilise des distances de F mesure. Mais même si on va dire on utilise un clustering normal, on va appliquer en fait ce modèle à la sortie de Kamins ici pour avoir au moins la description des clusters. Le clustering serait peut-être moins bon, peut-être, dans ces cas-là, mais en tout cas, on aurait
ici la capacité de dire ben, le cluster parle de ça. Okay. Alors, là, quand on fait de la comparaison temporelle, la version compliquée, c'est de dire voilà, ben, on va travailler avec des périodes de temps, donc peu importe la manière dont on extrait des périodes de temps, mais dans chaque période de temps ici, on a envie de dire, ben, il y a des sujets qui sont traités en fait en recherche, par exemple dans la première période, T1, T2 ici. Et puis ben, ces sujets ici, ben, pour les comprendre, ou si on veut les comparer, ben, on a intérêt à réduire l'espace, sinon on n'a aucune chance d'y arriver, quoi. Alors ben, comment on peut réduire l'espace? On applique la F-mesure ici, et on obtient des blocs de traits qui sont caractéristiques. Et puis ben, il suffit de comparer les blocs de traits à cette caractéristique pour savoir si ben, les sujets sont présents dans les périodes de temps, ou s'ils sont suffisamment stables ou non. Okay, voilà. Donc le raisonnement bayésien consistant à propager une activité entre les traits de la première période et les traits de la deuxième période, et de mesurer la probabilité en fait, que les traits de la deuxième période soient activés au complet par les traits de la première période ici. Bon. Ou inversement, parce que c'est pas symétrique. Et inversement plutôt. Voilà. Et ça nous permet de savoir si des sujets ont disparu, s'ils sont conservés, s'ils ont divergé, éventuellement, s'ils ont convergé, ou voilà. Ça, c'est une méthode un peu fine pour faire le travail. Et on obtient des bons résultats. Hein. Donc on a publié, la comparaison se fait par propagation d'activité. Ça, ce sont des traits ici, par exemple. Là, ce sont les clusters. Ici, ce sont les traits. Donc on regarde s'il y a un partage d'activité à travers les traits entre les clusters. Ici, quelle est la proportion de ce partage d'activité? On peut mesurer la dispersion, on peut mesurer des tas de choses, en fait. Quel que soit le modèle. Ici, c'est un modèle topographique, mais si c'est un modèle euclidien classique, on peut faire la même chose avec des distances euclidiennes, ça n'a pas d'importance. Bon. Et on peut comparer des classifications aussi avec ça. Bon. Et ça supporte la généralisation. Et on obtient des choses comme ça. Alors, bon, ça, on voit bien par exemple que si la propagation impacte sur des clusters à une certaine distance sur le modèle, en fait, ben, c'est pas la même chose que s'il y a un impact sur des clusters qui sont proches, hein, en termes de topographie ici, ou en termes de distance euclidienne. Bon. Donc on peut mesurer en fait ce qu'on appelle le coefficient de focalisation également de la propagation. Donc c'est des mesures qui sont intéressantes pour comparer les classifications notamment. Ce qui est difficile à faire en général avec des méthodes classiques. Voilà. C'est un exemple avec 4 modèles ici topographiques. On déduit qu'un déposant de brevet, donc il travaille sur un certain type de solution. Et c'est des brevets sur les huiles moteurs, ça. Que ces solutions ont comme avantage d'avoir une stabilité thermique, et que ces solutions sont utilisées ici pour... Ça tombe bien, c'est des brevets, je n'avais pas pensé, oui, pour les transmissions automatiques. Voilà. C'est des huiles à base de molybdène, en fait, qui sont stables en température, donc on peut utiliser en boîte de vitesse de voiture plus facilement que les autres. Voilà. Et qui sont produites en particulier par ce déposant ici. Voilà. Donc ça, c'est un modèle à 4 vues. Les vues sont basées sur la structure des brevets, ici, la structure élémentaire, en fait, des notices de brevets, pas des brevets eux-mêmes. Et en séparant donc les analyses et en les faisant communiquer, on arrive à de meilleurs résultats que si on avait fait un bloc global, en fait, à tout mettre ensemble. Et ce paradigme qui permet de faire la communication, ici, on appelle ça MVDA, Multivue Data Analysis, parce qu'en fait, on a plusieurs vues ici, et on les fait communiquer par ce processus. Alors ici, l'étiquetage n'est pas basé sur la F-mesure, c'est un étiquetage basé sur la dominance dans les profils. C'est pas forcément le meilleur, mais enfin, ici, c'est déjà suffisant pour voir ce qui se passe. Bon. Voilà. Alors, je passe, hein, mais bon, c'est stackable en généralisation, c'est-à-dire on peut appliquer ce processus de manière ascendante sur un clustering, de manière... sur le modèle et ses généralisations, on peut l'appliquer de manière transversale ici sur le... Ouais, on n'a pas d'importance. Donc ça permet de... Bon, passons. Alors voilà un modèle et ses généralisations ici. Donc ça, ce sont les points les plus importants dans les brevets
des huiles moteurs. Ici, si on généralise la topographie, ici on ne conserve que les informations, on va dire, stratégiques. Et elles sont là, donc... mais on peut faire communiquer le modèle d'en dessous avec celui du dessus, par le même processus. Ici, donc, dans cette approche, la communication se fait par les données et non pas par les features, non pas par les traits, mais bon, c'est la même idée. Voilà, c'est un modèle dual par rapport à celui que j'ai montré tout à l'heure. Bon, alors, on va essayer de... Et puis bon, si on regarde les résultats, c'est intéressant, hein, donc on peut arriver à obtenir des résultats de manière complètement non supervisée, de correspondance. Alors, ici, on a deux périodes de temps. C'est un corpus d'optoélectronique qui avait été traité par l'INIST aussi. Donc on arrive à voir que donc, dans le corpus, il y a une recherche sur les polymères optiques et les polymères conducteurs. Dans la première période de temps, en fait, on s'était cantonné aux études expérimentales et qu'on a développé des films polymères qu'on utilise aujourd'hui pour les écrans flexibles d'appareils photo, je crois, quelque chose comme ça, probablement. Voilà. Et que donc la recherche sur les fibres optiques a disparu entre 2096 et 2005. Par contre, la recherche sur les capteurs à haute sensibilité, à l'époque déjà, commençait à prendre une importance prépondérante. Ici, on la voit apparaître aussi. Et tout ça, donc, sans aucune supervision. Il n'y a rien. On a tout traité. On a fait du clustering, on a trouvé on va dire des modèles optimaux de cluster, de clustering, pardon, en déterminant le nombre optimal de clusters. On a appliqué la F-mesure, on a appliqué la correspondance bayésienne et on a isolé donc les matchings, c'est-à-dire les cas de correspondance et les cas de divergence, de convergence et les cas de... Voilà. Bon, alors. Ce ne sont pas des brevets, ce sont des publications, hein, cette fois-ci. On est d'accord. Bon. Et puis on peut prouver que ce qu'on trouve n'est pas aberrant. Il suffit de mesurer l'évolution des documents en fait en termes de qui contiennent les mots-clés qui sont dans les sujets ici pour voir si c'est vrai ou pas vrai. Donc c'est bien ce qui se passe. Et c'est corrélé donc à la différence de F-mesure, par exemple, entre les périodes de temps. Plus la différence est importante, plus l'évolution est forte. Bon. Alors. On a eu une autre idée pour faire un petit peu plus simple ici, avec Pascal. Donc c'est Pascal qui a fait cette proposition au départ, le graphe de contraste à partir de ces mesures. Donc l'idée c'était de dire finalement le contraste c'est intéressant, parce que donc il permet de caractériser non seulement des propriétés dans les clusters, mais comme ces propriétés sont susceptibles d'exister dans plusieurs clusters avec un contraste supérieur à 1, hein, quand on a un modèle à plus de 2 clusters, ici ou de 2 catégories, ben, il n'est pas dit que le contraste soit positif d'un côté et négatif de l'autre. Okay, si on a 2 catégories, le contraste d'un trait est forcément positif d'un côté et négatif de l'autre, passif ou actif, hein, puisque donc s'il est actif d'un côté, il est passif de l'autre. Okay, maintenant, si on a plus de 2 catégories, c'est plus le cas. Donc le contraste peut avoir plusieurs fois une valeur supérieure à 1. Okay, donc ça veut dire que l'activité du trait en question est partagée entre plusieurs clusters. Comme l'activité est partagée entre plusieurs clusters, si on considère que le lien entre un cluster et un trait, c'est son contraste, donc un arc, si on définit un arc sur un graphe qui dit le cluster, il a un certain nombre de traits qui sont définis par des arcs, ces arcs, on doit les pondérer, mais on va utiliser le contraste pour pondérer ces arcs. Comme les liens ou les arcs sont susceptibles d'être, ou les nœuds, pardon, sont susceptibles, qui représentent les traits sont susceptibles d'être partagés entre plusieurs clusters, on peut construire un graphe. Maintenant, si on construit un graphe, donc c'est un graphe bipartite, hein, puisqu'on a d'un côté en fait des clusters, et de l'autre côté on a des traits. C'est pas important, hein. Donc, maintenant, si on construit le graphe d'une manière astucieuse, et si on a un modèle avec plusieurs clusters, il y a des chances que les clusters qui sont centraux dans le modèle, ils se retrouvent au centre du graphe si on s'y prend bien. C'est-à-dire si on prend un retour de force et que voilà, on applique le modèle à retour de force sur ces données, on va obtenir le bon graphe qu'il faut.
a deux types de graphes à retour de force. Il y a des graphes à retour de force qui sont basés sur ce qu'on appelle ici le degré des nœuds. Et il y a des graphes à retour de force qu'on appelle pondérés, qui sont basés non seulement sur le degré des nœuds, mais ici aussi sur le poids des nœuds. Donc on va utiliser le modèle le plus élaboré, c'est-à-dire celui du retour de force pondéré ici, pour faire le travail. Alors je vous montre un exemple, et puis après on va aller sur les données chinoises, parce que sinon ça va prendre des plombes. Okay, donc ici c'est une expérience que Pascal a faite, avec plusieurs domaines, et des publications dans plusieurs domaines. Ici, donc la médecine exploratoire, à différentes périodes de temps, la physique, l'électronique. Donc il a pris des publications, donc il a appliqué, donc il connaît les catégories à l'avance, hein, puisque c'est des catégories de classification ici, c'est des catégories, il y a des mots-clés. Des données Pascal. Ouais, c'est des données Pascal. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est que on voit bien ce qui se passe avec le contraste, puisque on a des choses qui sont propres à une catégorie, hein, et on a des choses qui sont partagées. Donc vous voyez que ces nœuds ici, par exemple, ils sont partagés entre ces deux catégories ici. Donc ce sont des sujets intermédiaires entre les périodes de temps. Okay, donc on peut aussi faire en quelque sorte une analyse achronique en utilisant ce principe. Et alors c'est intéressant aussi, alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de réseau parce que je n'ai pas le temps, mais en fait on peut faire des choses aussi basées sur les réseaux de nœuds directement, mais avec cette mesure, mais ce n'est pas le sujet. Donc ici, par exemple, si on applique le même principe avec deux domaines différents, et qu'on applique cette fois donc la transmission d'activité par les auteurs, okay, on a un modèle dans lequel on connecte les auteurs au sujet, en fait, ici. Alors il y a des auteurs qui sont connectés à deux sujets différents. Et ces sujets, ici, en l'occurrence, ce ne sont pas les mêmes. Donc ici, ce serait plutôt des transmetteurs de connaissances entre le domaine de la physique et de l'électronique. Donc ça peut être intéressant aussi. Hein, voilà. Alors on va regarder un peu comment on a appliqué ce modèle ici sur... je vais passer... bon, en fait, j'ai pas le temps de parler de tout ici, mais il est bien évident que si on veut faire de l'apprentissage non supervisé, notamment du clustering, ben, on a besoin en fait aussi, à un moment donné, de se demander en fait combien de clusters on doit obtenir en fait au vu des données qu'on est en train de traiter. Donc ça c'est un problème assez compliqué, mais on peut aussi traiter avec la F-mesure. Alors, si vous voulez, j'en parlerai plus tard, mais je ne veux pas vous enrhumer avec tout ça en même temps, donc je vais... Quoi? Le mot c'est assommé, c'est pas enrhumé. Ouais, d'accord. Je peux revenir dessus si vous voulez, si vous avez besoin de... si vous êtes curieux et si vous voulez savoir comment on fait. Mais la F-mesure est intéressante pour évaluer en fait un modèle de clustering. Pourquoi? Parce que, premièrement, elle est indépendante du modèle du clustering qu'on utilise. Alors, si on réfléchit bien, on a tendance à évaluer donc le clustering en fonction de l'erreur quadratique. Alors ça, c'est un drôle de truc. Parce que certains modèles, comme les modèles de clustering, ou certaines méthodes de clustering comme K-means, en fait, minimisent l'erreur quadratique. On est d'accord? Donc, si on évalue une méthode avec une technique, oui, on introduit un biais, vous êtes d'accord? Une méthode qui minimise l'erreur quadratique, en fait, elle sera forcément minimale, ou il y a des chances qu'elle soit minimale avec une méthode d'évaluation, par exemple un indice classique, on appelle les indices de Kaminski, Arabas, ou ce que vous voulez, en fait, peu importe l'ANOVA ou l'équivalent. Donc, eh ben, on est dans une drôle de situation. Alors, on peut montrer d'ailleurs, ce qui est très amusant, que si on minimise l'erreur quadratique, on peut obtenir ce qu'on appelle du clustering poubelle, c'est-à-dire du clustering, donc toutes les données sont dans un seul cluster, alors que si on ne la minimise pas, on a un meilleur modèle. C'est un peu embêtant pour les gens en fait, qui font ce type de démarche. Vous voyez ce que je veux dire? En utilisant en fait des données de classification, donc il faut réfléchir à ce genre de situation. Alors, en gros, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que si on nettoie le modèle en prenant uniquement les traits saillants dans les clusters, ceux qui sont importants, hein, qu'est-ce que c'est qu'un bon modèle? C'est un modèle qui va maximiser en fait, la séparabilité entre les clusters, mais en termes d'information, on va dire,
caractéristiques des clusters. Donc si on maximise en quelque sorte le contraste, pour faire simple, ici, ben, on est dans une bonne situation parce qu'on s'affranchit des problèmes de distance, on conserve que les informations qui vont être prépondérantes. En gros, maximiser le contraste, ça revient à minimiser l'inertie intraclasse, en fait, avec les modèles classiques. Voilà. Hein, en gros, c'est ça, et ça marche beaucoup mieux. On peut le prouver, sachant que les expériences qui sont faites avec les indices de qualité de clustering en général sont des expériences fictives, avec des données en général qui sont bien distribuées, etc. Donc ça ne sert à rien. Hein, si on les applique sur les vraies données, ça ne marche plus. Voilà. Bon. C'est comme ça. Bon, alors, voilà. Bon, je passe là-dessus, et on va regarder un petit peu comment on applique ça, vous allez voir que c'est intéressant. Bon, ça c'est toujours... Alors, Pascal a fait d'autres expériences, en fait, avec les graphes de contraste. Je vous donne juste, en fait, une idée de celle-là, ici. Donc, ça, c'est des données qui viennent de Istex, qui sont des données sur le vieillissement. C'est ça, Pascal? Oui. Donc, sur lequel on a construit un graphe de contraste en utilisant comme label, ici, les années, ou comme catégorie les années, ici. Alors, Pascal s'est amusé sur ce graphe, ici, à faire ce qu'on appelle de la marche aléatoire, pour essayer de voir si la marche aléatoire avait un sens, en fait, dans ce type de situation. Alors, il semblerait que... Sur les années, les autres points, c'est les termes extraits, mais filtrés par la mesure. Il y a une sélection... Alors, ben, en fait, ici, on trouve des choses intéressantes. On trouve que si on applique une marche aléatoire, ben, le comportement en termes de changement est cohérent, c'est-à-dire on a des métapériodes qui apparaissent ici, et ben, ces métapériodes pourraient être utilisées comme guide pour faire en fait, de l'analyse diachronique dans le second temps. Alors, donc, travailler sur les graphes de contraste en marche aléatoire est une idée possible. Alors, c'est pas forcément aussi simple que ça, mais pour résoudre ce problème en fait, de détection de périodes. Quelles sont les périodes sur lesquelles en fait, on peut compter en fait, de manière stable pour ensuite faire de la comparaison diachronique, comme j'ai montré tout à l'heure. Le problème, c'est que ça marche très bien ici quand il y a une évolution continue. Et c'est le problème qu'on a eu pour d'autres corpus. Ça marche moins bien quand il y a des évolutions discontinues ou quand il y a des allers-retours. Une thématique qui disparaît et puis qui revient. Et là, la marche aléatoire. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment. Alors, je vais passer sur les histoires de clustering. En fait, je ne vais pas revenir sur les comparaisons des méthodes de clustering, mais il y a des méthodes qui sont meilleures que d'autres, contrairement à ce qu'on pense, qui sont moins sensibles aux conditions initiales, etc. Donc, Kamins n'est pas un très bon candidat, en fait, pour faire du clustering, malheureusement. Enfin, peu importe. Alors, je vais montrer un petit peu ce qu'on obtient ici, avec ce type de méthode. Alors, je passe tout ça. Ah oui, voilà. Alors, si on fait du clustering, plutôt que d'avoir des catégories prédéfinies, comme j'ai montré tout à l'heure, sur des années, etc., et qu'on compte sur le clustering pour nous isoler les sujets, si on construit un graphe de contraste derrière les clusters, c'est-à-dire après avoir extrait les traits donc, des clusters, est-ce qu'on peut obtenir quelque chose d'intéressant? Est-ce que ça permet de sortir en fait des informations, on va dire, pertinentes sur des données réelles? Alors, on a appliqué donc ce processus sur des données chinoises ici. Notre collectionneur nous a fourni en fait 40 années de revues en sciences de la science, et on a appliqué ce principe: détection du modèle de clustering optimal, application du modèle d'une méthode de clustering qui va bien, donc pas Kamins. Donc voilà. Donc plutôt une méthode neuronale, ici. Alors, dans un second temps, on a utilisé dans ce qu'on appelle les marqueurs temporels des données associées au cluster pour savoir si, on va dire, les données qui sont associées à un cluster ont une caractéristique temporelle forte ou pas forte.
parce qu'elles appartiennent à des publications qui ont été publiées à un certain période de temps. Et puis ensuite, on a appliqué donc, ce principe ici pour également donc, faire une mesure de l'activité des clusters au cours du temps. Est-ce que l'activité des clusters au cours du temps change ou pas? Donc en faisant un découpage par période de temps. Alors vous allez voir, c'est très amusant. Alors ça, c'est la recherche en sciences de la science en Chine sur 40 ans. Alors, qu'est-ce qu'on s'aperçoit ici? On s'aperçoit que les domaines cœur de la recherche en Chine, ce qui a initié le processus de recherche en Chine, ce qu'on appelle les subject attributes, c'est-à-dire la définition du domaine par les personnes qui ont construit en fait, cette discipline en Chine, en fait, se trouve bien au centre du graphe de contraste. Ça veut dire que ce sont les clusters ici, donc les clusters sont les boîtes roses ici, ce sont bien, les sujets sont, donc il y a 13 clusters qui ont été trouvés ici dans le modèle optimal. On voit que certains clusters ici correspondent à des problèmes d'organisation, de sociétés scientifiques, ici ce qu'on appelle en fait les organisations savantes. L'activité éditoriale, c'est normal, ont une discipline démarre, donc il faut qu'elle initie un processus d'activité éditoriale. Et puis progressivement, donc, alors l'influence bien sûr de la philosophie marxiste en bas, puisqu'on est en Chine, hein, on n'est pas n'importe où. Tout ce qui concerne, donc, et puis progressivement, en fait, vous voyez qu'on se dirige ici en haut vers ce qu'on appelle, on est passé de méthode empirique vers l'analyse quantitative et vers le knowledge mapping. Comme par hasard. On utilise en sciences de la science aussi aujourd'hui le knowledge mapping, en fait, comme dans les autres domaines. Alors, le graphe nous permet de bien voir en fait quelles sont les influences. Alors on pourrait le zoomer ici pour avoir un petit peu plus de détails, mais c'est beaucoup plus précis que ça. On voit qu'est-ce qui passe, quelles sont on va dire, les propriétés qui permettent en fait de communiquer entre les sujets ici sur le graphe. Alors, maintenant, si on regarde donc, le degré d'activité des sujets donc, au cours du temps, c'est-à-dire quelle est la proportion quelle est l'influence d'un sujet en fait, sur une période de temps donnée, il suffit de découper donc, le truc en période de temps et on s'aperçoit de choses très intéressantes. On s'aperçoit que tout ce qui est en fait ici, ici ce qu'on appelle disciplinaire attribute, c'est-à-dire ce qui a permis de démarrer le domaine, ce n'est plus important dans le développement du domaine, puisque c'est le cœur de métier en quelque sorte, scientifique. Une fois que le domaine est initié, on n'en a plus besoin. Par contre, l'analyse quantitative prend d'importance, le management d'innovation aussi, et tout ce que vous voulez, on voit bien apparaître ici, hein, ces choses qui se développent. Ça, c'est le management d'innovation. Non, c'est le knowledge mapping. Okay, le management d'innovation doit être ici. Alors en Chine, c'est d'autant plus important que les Chinois sont très tournés vers, on va dire, l'application. Donc ils veulent concrétiser donc, les résultats d'un domaine scientifique ici pour en faire quelque chose d'industrialisable. Et donc on voit bien que la tendance grise ici a tendance à prendre de l'importance. Parce que le domaine est mature, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de... Voilà. Alors si on regarde... Voilà le knowledge mapping ici. On a le cluster. Hein. Il suffit de regarder dedans, indépendamment du graphe. Et on voit bien que son évolution ici est caractéristique. Alors, c'est amusant. Ce qui est amusant, c'est que on a des choses plus précises aussi. Ici, c'est l'activité organisationnelle en sciences de la science. En fait, en Chine, pour des raisons qui sont historiquement liées au pays, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une dégénérescence de l'activité scientifique dans les années 88 à 94. Et pour réinjecter en fait de l'activité, donc l'organisation s'est remise en place ici en 97 au moment de la réforme en Chine. Donc il y a un pic d'activité qui
qui est lié à la réforme, donc on voit des informations assez précises apparaître en fait dans le. Est-ce que c'est clair? Ça va? Ouais. Bon, alors donc on voit que ici, avec une méthode un peu plus simple que celle qu'on avait proposée avant, en fait, on a quand même des résultats intéressants. Alors, est-ce qu'on peut comparer ces résultats, par exemple, avec ceux d'autres méthodes? Ici, ben, la réponse est oui, on peut essayer. Alors, plutôt que de prendre ici des publications, on s'est amusé à prendre des brevets en IA. Et on a essayé de voir si on pouvait comparer, par exemple, les sorties de LDA, simplement pour l'extraction de sujets. Hein. Donc, le graphe de contraste, ça n'existe pas en LDA. Alors, on pourrait peut-être le construire en bidonnant LDA, en fait, avec les pondérations comme on veut. Mais enfin, je ne sais pas si ça marcherait pour autant. Je ne suis pas sûr. En tout cas, même simplement pour l'extraction de sujets, sans parler en fait de graphe de contraste, est-ce qu'on peut faire une comparaison? La réponse est oui, ben on prend des notices, on applique les mêmes processus d'indexation, et on applique d'un côté le clustering, et de l'autre côté, en fait, on applique LDA pour voir si ben, les sujets qui sont extraits sont, on va dire, significatifs du domaine sur lequel on travaille ici, l'IA. Alors, en fait, voilà les sujets qui sont obtenus par LDA ici, c'est catastrophique. Ils mélangent tout. Donc, ils mélangent les neurones avec les documents, enfin, c'est la totale confusion. Okay, il semblerait que les sujets en fait, qui sont produits par cette méthode sont meilleurs. Donc, on arrive un peu mieux à les identifier ici. Les modèles neuronaux, l'apprentissage supervisé, donc les systèmes de recommandation, etc. Alors, malgré tout, en fait, ça pose question. Pourquoi? Parce que les sujets qu'on obtient ici, en fait, en travaillant sur des brevets, sont des grands domaines scientifiques, alors qu'on s'attendait, en fait, à avoir des informations techno. Bah oui. Ça veut dire que quelque part dans les brevets, en fait, l'information est cachée, et ce qu'on nous dit, en fait, c'est des généralités, et que pour sortir de là, en fait, ça suffit pas, en fait, d'appliquer ces méthodes, quoi. Donc il faut aller plus loin. C'est déjà bien, en fait, on obtient quelque chose en fait, de cohérent, scientifiquement, mais on n'obtient pas, en fait, l'information qu'on cherche en termes techniques ou technologiques. C'est à partir des résumés ou Ouais, des résumés. Ah, bah oui. Bah oui, tu vois. Alors, le problème étant que, à mon sens, travailler sur les résumés n'est pas suffisant. En fait. Malgré que la méthode soit efficace, on va dire, en termes d'extraction de sujets, ça ne suffit pas, puisque les sujets qu'on extrait ne sont pas les bons. Enfin, ils sont périphériques, on va dire. Voilà. Voilà. Donc c'est une question qu'on s'est posée, comment faire pour sortir de là. Alors évidemment, les clusters sont bons aussi, hein, assez bons, mais ça reste, c'est le cluster des réseaux de neurones, c'est pas aberrant. Ils ne sont pas tous aussi bons. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde un petit peu mieux le modèle ici, on s'aperçoit que certains clusters, en fait, qui sont produits par la méthode, même par la méthode d'extraction de sujets basée sur le clustering, ici, contiennent ce qu'on appelle du small talk. C'est-à-dire des banalités. Donc ils regroupent des choses, en fait. Alors, j'ai trouvé une manière pour détecter le small talk dans les clusters, en fait, ou détecter les clusters qui contiennent du small talk, en se basant sur ce qu'on appelle, je vous expliquerai après, ici, mais en fait, ils sont toujours là. Alors, on peut toujours les foutre à la poubelle, dire, bah, ceux-là, ils ne sont pas intéressants parce qu'ils contiennent du small talk, mais ceux qui restent continuent à contenir des informations périphériques sur la recherche. Ici, ce n'est pas suffisant, forcément, pour s'en sortir. Alors, bon, alors qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir? Bon, ça c'est un peu ce que j'ai dit avant, donc je ne vais pas revenir dessus, on va passer. Alors, en Chine, on aime bien la technologie, on aime bien les brevets, et on aime bien la science, mais on préfère en fait la pratique. Donc les Chinois se disent, bah, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas la connexion, comme tu l'as proposé, en fait, entre la technologie et la science, et qu'on n'essaierait pas d'abord de travailler sur les brevets, de construire ce qu'on appelle, ce que je propose, c'est des arbres technologiques, ça pourrait être une hiérarchie en fait de sujets. Et puis à partir de là, donc essayer de trouver des chemins temporels. J'ai mis 2 fois, donc je sais pas pourquoi. Bon.
Et ensuite, essayer de connecter donc, ces sujets obtenus par la technologie avec donc, la science, de différentes manières, par les citations, ou par les... On a vu qu'on avait des méthodes pour trouver les traits, donc est-ce que ces sujets partagent des traits? Mais encore faudrait-il en fait, qu'on arrive à sortir l'information essentielle en fait, du clustering de brevet, ce qui n'est pas gagné. Alors, quels sont les problèmes que ça pose? C'est un problème complexe. Donc, on voit que si on travaille sur les résumés, ben, ça ne va pas parce qu'on a du small talk dans les résumés, il y en a beaucoup. Et donc, il faudra aller plus loin. Il faudrait, le contenu des abstracts est très imprécis. Alors, justement, puisqu'on a des techniques à la mode aujourd'hui pour qu'on appelle l'embedding, est-ce que l'embedding marcherait mieux, en fait, là-dessus? Ben, la réponse est non. C'est bizarre. Mais l'embedding ne marche pas. Il marche moins bien, en fait, que de faire une indexation, on va dire, un petit peu élaborée, comme celle qui est proposée par Pascal ici avec Teft, ici sur les abstracts. Alors, évidemment, travailler avec des mots simples, ça n'a pas de sens si on veut construire un arbre technologique, parce que les mots simples ne définissent pas des concepts assez précis. Donc, il faut travailler avec des termes composés. Donc, on peut essayer d'utiliser un indexeur pour faire ça. Et ça sera meilleur de toute façon que si on utilise de l'embedding ici, parce que l'embedding ne marche absolument pas, en fait, sur ce type de données. Ensuite, ben, il faut détecter éventuellement donc, l'information poubelle. Mais bon, c'est pas satisfaisant parce que en fait, on n'est pas encore à un niveau de description qui nous convienne en fait en termes de sujet, quoi. Donc là, c'est un problème ouvert hein, sur lequel on essaie de travailler. Détecter l'information poubelle, on y arrive à le faire ici. Donc il suffit de regarder en fait ce qu'on appelle les top K features des clusters. En fait, regarder quels sont leurs contrastes. Et si on a un cluster pour lequel en fait le contraste maximal est en dessous de la moyenne des top K, en fait, on se dit bah, c'est du small talk et c'est vrai, ça marche. Okay, voilà. Avec une valeur de K assez petite, on arrive à avoir des bons résultats. Ici, on arrive à trouver en fait quels sont les clusters qui contiennent du small talk. J'en ai pas ici. Alors, un deuxième problème qui se pose, en fait, quand on étiquette un arbre, ici, ben, on a besoin, en fait, de ne pas faire n'importe quoi. Donc, ben, parce que si on veut étiqueter un arbre, ici, à partir de... si on arrive à générer un clustering, on va dire, de base, il y a des tas de méthodes, dont une je vais parler après, ici, qui permet, en fait, de construire une hiérarchie de clusters. On peut faire du clustering hiérarchique ascendant, on peut faire du clustering hiérarchique basé sur la densité, ce qu'on propose, nous, ici. Mais malgré tout, en fait, quand on arrive à construire en fait, un arbre de cluster, qu'est-ce qu'on met en fait comme étiquette dans l'arbre ici? Ben, c'est un problème qui n'est pas aussi simple à résoudre que ça. Hein, parce que si on propage des mauvaises étiquettes, en fait, ben, on n'a pas une représentation en fait, cohérente de l'arbre. Donc là aussi, on peut réfléchir, et c'est intéressant, parce que ça permet de voir un petit peu comment se comporte la F-mesure par rapport au Ki2, ici, aux fréquences ou à la dominance. On s'aperçoit que si on met des pénalités en fait, aux méthodes qui trouvent de mauvaises étiquettes, c'est-à-dire des étiquettes répétitives sur des clusters différents, c'est pas bon. Hein. On s'aperçoit que les techniques usuelles, comme prendre le vecteur de profil d'un cluster ici, et prendre la valeur plus forte du vecteur de profil en disant ça c'est l'étiquette de mon cluster, et donc le trait associé à cette étiquette c'est le bon, ce que fait la méthode de Cohen par exemple sur les cartes, ici c'est pas bon du tout. Parce que toutes les étiquettes se ressemblent. Ok. Donc la pénalité, par exemple ici, donc, de similarité aux feuilles de mon arbre est super forte. Les meilleures méthodes, en fait, la fréquence, c'est beaucoup mieux. Hein, on prend la fréquence des étiquettes dans les données, ben, c'est mieux. Mais si on prend le Ki2 ou la F-mesure, c'est encore beaucoup mieux. Okay. La différence entre le Ki2 et la F-mesure, c'est que le Ki2, il a tendance à être discriminant, mais il ne peut pas généraliser. Vous voyez que la F-mesure généralise beaucoup mieux. La précision, en fait, le nombre de données qui sont impactées par les étiquettes est plus important en fait, avec la F-mesure qu'avec le Ki2. Ça, c'est important aussi, puisque si vous avez en fait, un label qui ne décrit pas toutes vos données dans votre boîte, ça n'a pas de sens. Quoi. Il doit être discriminant, mais en même temps, il doit être... Et deuxième point, en fait, quand on propage le label dans un arbre, ici, ben, on ne propage pas forcément... dans un arbre, on ne veut pas propager les informations qui sont discriminantes. Vous êtes d'accord? Parce que sinon... En fait, les nœuds supérieurs de l'arbre en fait, ne contiennent pas en fait, une représentation synthétique en fait, de leur fils.
Donc ce que fait le Ki 2, malheureusement, c'est qu'il a tendance à propager des étiquettes qui sont discriminantes, c'est-à-dire d'envoyer en fait en haut de l'arbre en fait des trucs qui ne sont pas significatifs. Donc il vaut mieux utiliser une bonne méthode ici. Donc la F-mesure est une bonne méthode pour faire ce genre de choses aussi. Ici, on peut le montrer. Et donc on peut faire comme ça. Alors comment construire l'arbre ici? Il suffit d'appliquer donc. Alors bon, ça c'est des exemples aussi. Alors. Là, on peut utiliser plusieurs types de distances. On peut utiliser de nouveau une distance euclidienne sur les profils pour construire l'arbre, mais on peut utiliser aussi les distances de F-mesure ici pour construire l'arbre. Et on chercherait à obtenir quelque chose comme ça ici. Encore faudrait-il en fait qu'on arrive à bien extraire donc, le contenu des brevets pour pouvoir avoir un bel arbre. Pour l'instant, en fait, on n'en est pas encore là. Et probablement, parce que comme tu dis, on travaille sur le résumé, que le résumé ne suffit pas du tout, en fait, pour ce genre de tâches. Et c'est souvent volontaire. Oui, voilà. Et j'en suis convaincu, hein, je suis convaincu que le problème vient de là en particulier. Donc on aurait bien envie de travailler sur le plein texte des brevets pour pouvoir sortir de ce merdier. Mais sur les publications, ça marche bien. Hein. Par contre, on n'a pas ce souci, les publications sont bien écrites. Donc voilà où on en est. Donc la question est de pouvoir savoir quand est-ce qu'on peut accéder au full texte des brevets. C'est pas toujours le cas, comme disait Luc, malheureusement. Mais avec un résumé, on n'a pas beaucoup d'issues, c'est pas assez pertinent. Et sur les Français, déjà, on peut, puis sur l'immense majorité des Européens, c'est pas le cas de certains brevets asiatiques, et c'est clair, mais sur le reste, en grande partie, on a accès à la description, c'est pas problématique. D'accord. C'est une bonne nouvelle, parce que franchement, là, on ne peut pas travailler comme ça, quoi. C'est ce que j'ai dit aux Chinois, j'aurais dit, il faut arrêter, parce que j'obtiendrai rien de plus, en fait, avec vos résumés. Ils sont perplexes, mais... Les Chinois restreignent volontairement le libre accès au résumé, à la traduction en anglais. Les moteurs de recherche sont soit très lents, soit disent qu'il n'y a pas de réponse, alors qu'en fait, il y en a une. Mais c'est volontaire de leur part. Ah oui, à ce point-là. Ah oui. Voilà, donc ça vous donne une petite idée de tout ça, et de ce qu'on veut faire. Et, voilà, si vous avez des questions, je suis disposé à vous répondre avant de tomber dans les pommes, à cause de la chaleur. Est-ce que tu vires les mots triviaux dans tes clusterings? Alors, c'est Pascal qui le fait, ça. Ouais. Pascal is doing the job, avec Teft. Ouais. Il a un anti-dictionnaire, ouais. Donc, alors, mais attends, c'est pas tout, parce qu'il y a des expressions, Voilà, c'est ça. Moi, je parle de mots trivial, c'est par exemple, tu fais une recherche, tu prends la liste des brevets les sur claims, l'IA. par exemple, des choses comme ça. Ouais, tu as des mots triviaux comme claim, description, Oui, tout à fait. mais tu as aussi le mot trivial de base qui est apprentissage, intelligence, artificielle. Enfin voilà, l'ensemble des mots triviaux. Oui, alors, donc, sont... en appliquant le TF-IDF, on s'en sort un petit peu mieux que... Oui, c'est en gros virer les mots de très haute fréquence. Oui, voilà, donc ça, on applique le TF-IDF, mais ça suffit quand même pas. Qu'ils ne soient pas des mots vides. Ouais. D'accord. Ça suffit pas. Ça suffit On pas. enlève les mots vides dans le terme, mais pas dans les mots composés. Genre analyse d'image, je vais le garder. Oui, parce qu'à la limite, ça peut être des applications. Parce que il y a les travaux je m'en suis servi dans l'HDR, travaux de Goffman des années 1970, 80 par là, où en gros il avait remarqué que dans les bases de données, tu as la fameuse if, la courbe zifienne, complètement à gauche, tu as tout ce qui est extrêmement trivial et qui est en gros la réponse que tu as posée à la base de données. Le mot intelligence artificielle, tu auras effectivement plein de documents qui contiennent que ces mots-là. Et que ce qui va être intéressant, c'est au moment de l'inflexion, où tu as l'ensemble des termes qui sont les plus parlants. Pas les apax, qui sont les signaux faibles, qui peuvent avoir un centre d'intérêt. Et pour ce qui est retrouvé de l'information, cette zone d'inflexion sont des mots à accentuer, enfin, étaient pour lui des mots à accentuer. Là, je m'en suis servi pour mes techniques de clusterisation. J'utilise Camins parce que c'était la première bibliothèque qui tombait. Je sais très bien qu'avec TF-mesure et le système, là, on améliorerait le système de clusterisation. Donc les mots vides ou non informatifs sont éliminés, mais
un anti-dictionnaire général. Voilà. Mais après, c'est la méthode qui fait le job. C'est ça qui fait le job. Ouais, mais du coup, le fait de ne pas arriver à isoler des thèmes majeurs centraux sur l'informatique, c'est l'explication, ça viendrait que sur le résumé, c'est ça le hic. Oui. Bon, alors après, si effectivement c'est brouillé, Probablement. l'information, dans la façon de rédiger, ça aide. Probablement un des problèmes centraux vient de là. Et rajouter par rapport à la CIB qui était appliquée, parce que c'est le deuxième élément que j'ai fait dans l'HDR, j'ai pris les abstracts et je les ai augmentés des contenus descriptifs de la CIB dans lequel ils étaient classés. Et auquel cas, j'obtiens une description standard, utilisant un référentiel indiscutable, c'est l'expert de TIS de la CIB, WIPO, qui représente en fait les contenus du résumé, et donc tu obtiens déjà un petit peu plus de contenu, mais un contenu avec un marquage... oui, voilà, on pourrait très bien rajouter ces méthodes. Et c'est même plus des méta, je les ai mis en tant que texte. C'est-à-dire que le descriptif de la CIB, voilà, tu décris. Oui, non, mais je veux dire, au départ, c'est une métadonnée, mais tu l'inclus. Oui, voilà, c'est une injection dans le système de clusterisation. Oui. Et ça a l'avantage de faire ressembler. Comment est-ce que j'avais dit ça En gros, tu as deux façons de décrire les choses. Tu as le côté CIB normalisé standard et le côté brevet où l'inventeur il écrit son truc de la façon dont il a envie. Et en recollant les deux types de description et en les repassant à une moulinette de clusterisation, tu fais une séparation à l'aide de deux formulations différentes de la même chose. C'est possible, sauf qu'il faut réfléchir au poids qu'on donne à cette donnée supplémentaire. J'avais utilisé 50-50, moi la version c'est pas de poids. Ce que je peux dire, c'est pareil, les deux textes sont deux textes. À partir du moment où l'expert a mis d'un côté, il a dit ce texte-là, ce brevet-là, boum, c'est tel code CIB, je récupère le code CIB et la description complète jusqu'à la racine de l'arbre, et boum, je te colle ça au texte. Et après, c'est ce nouveau texte que je moulinais en termes de clustering. Et ça me donnait deux étiquettes différentes, deux étiquetages, deux clusters, enfin je vais y arriver, oui c'est ça, deux systèmes d'étiquetage différents pour des clusters. Parce que le problème justement avec ces textes courts finalement, c'est qu'au départ, tu as pratiquement t'as une matrice booléenne. Ouais. Bah ouais, on a testé. Je suis sûr qu'il y a des petits trucs. Allez, pour le dessert en fait. Ouais. Alors, pour montrer que cette méthode, alors on travaille sur les graphes aussi avec d'autres mesures, hein, donc, qui sont dérivées de ça, qui fonctionnent très bien, qui fonctionnent mieux que PageRank par exemple. D'accord. Bon, ça j'en ai pas le temps d'en parler. Et t'en parles à Google. Quoi? Oui, mais on pourrait leur dire, mais c'est indépendant de la taille du réseau, ce qui est parce que pas le cas de PageRank, tu vois. Bon. Mais on peut faire des trucs amusants comme ça, on peut travailler sur les données géographiques, et on arrive à concurrencer la distance de Kubat-Leibler, par exemple, ici, sur l'analyse de la ségrégation urbaine à Paris, par exemple. Pas mal. Hein? Donc ça, c'est les zones qui sont défavorisées en région parisienne. Et c'est une exploitation un peu différente de la technique, mais ça marche super bien. Oups. Voilà, ça c'est les quartiers Beaubourg à Paris. Et les quartiers qui sont blancs ici sont ceux qui ne sont pas ségrégés, c'est-à-dire ceux qui sont à la moyenne. Tu as appliqué la distance sur quelle variable le pourcentage de logements sociaux. Mais c'est un problème compliqué parce que avec une statistique normale, c'est une statistique multi-échelle, tu ne peux pas comparer en fait des zones si tu veux, de petites surfaces avec une moyenne globale, si les variances ne sont pas les mêmes. Voilà, mais ça marche. Pas mal. Voilà. Ça c'est un travail que je fais avec ma collègue de Paris là. On travaille sur ce qu'on appelle les trajectoires pour avoir une information plus riche que celle des ce qu'on appelle les éléments, les unités en fait géographiques qu'on utilise ici. C'est un nom, j'ai un trou de mémoire, enfin peu importe.
Mais au lieu d'utiliser ça, on fait une marche aléatoire et puis on accumule et on regarde ce qu'on voit. Et on va bien sûr revenir vers la moyenne en fait de la ville. Mais à quelle vitesse on revient vers la moyenne de la ville, c'est intéressant. Alors, un seul indicateur, c'est une zone de convergence dans un tunnel de confiance. En fait, c'est pas suffisant parce que c'est une seule base. La trajectoire, elle est très riche. Comme une trajectoire est riche, il suffit de la clusteriser, ok, ou de clusteriser les trajectoires, et ensuite de regarder, en fait, en quoi les trajectoires, en fait, ont une différence, en fait, ou une anormalité par rapport, en fait, on va dire, voilà, au modèle. Donc, et on arrive à trouver ça. Le clustering ici aussi donne des résultats intéressants. Voilà le clustering. Oups. Là, le genre de trajectoire qu'on a, plus on est divergent, c'est-à-dire plus on est différent, plus on va le rester. Si on est vraiment différent, on va le rester un certain temps, en fait, avant de retrouver la moyenne, on va dire, globale ici. Voilà. Mais ces trajectoires sont des clusters, en fait, ici, qu'on obtient, si tu veux, donc à partir des données d'accumulation, donc par marche aléatoire. Et le clustering lui-même donne ça. Et parmi ces clusters, ici, ben, ce sont des zones qui ont les mêmes trajectoires, le même type de trajectoire, mais bon, parmi ces zones, il y en a qui sont normales et d'autres qui ne sont pas normales. Donc on essaie de trouver celles qui ne sont pas normales. Alors ça a plein d'applications pour les géographes aussi. Quoi. Voilà. C'est cool. Voilà. On s'amuse.